Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale. Rencontre du président Guelleh et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, en marge du sommet. Et enfin, dans l'actualité internationale, la tempête Sierra continue de souffler sur l'ouest de l'Europe. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rencontré ce matin le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed. Divers sujets d'intérêt commun ont été au centre des discussions de deux hommes d'État. Rappelons que le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, est en déplacement en Éthiopie où il prend part à des réunions de haut niveau aux côtés de ses pairs africains. Il est accompagné dans ce déplacement par une forte délégation djiboutienne. Écoutons à présent l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Mohamed Idriss Farah, interrogé par l'équipe de l'RTD à Addis Abeba. La République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien se sont rencontrés ce matin en marge de la 33e session de la conférence de l'Union africaine pour évoquer bien entendu les relations bilatérales entre Djibouti et l'Éthiopie et notamment comment renforcer les relations existantes entre nos deux pays. Comme vous le savez, bien sûr, les relations entre les deux pays sont extrêmement importantes, tant au niveau économique, politique, social. Et donc les deux chefs d'État ont passé en revue les relations entre nos deux pays et ont réaffirmé, encore une fois, la position commune sur les questions internationales entre nos deux pays, chose qui est tout à fait habituelle entre Djibouti et l'Éthiopie et qui s'est montrée lors de l'élection du Conseil de paix et de sécurité, notamment la République de Djibouti étant élue il y a 2 jours maintenant par le Conseil exécutif, et l'élection d'Abdi Ismail Hirsi à la Cour internationale des droits de l'homme de l'Union africaine, où l'Éthiopie et Djibouti se sont soutenus mutuellement. Le Sud-Soudan a été déjà évoqué. Bien sûr, les deux chefs d'État sont très engagés sur le Sud-Soudan parce que les chefs d'État considèrent, le Premier ministre éthiopien et le président Guelleh, que c'est un pays qu'il faut protéger, qu'il faut aider à dépasser la problématique que nous connaissons tous. Et nous espérons que la date du 22 février, qui est la date limite pour former un gouvernement, sera réel. Nous l'espérons. En tout cas, le Premier ministre, juste avant de recevoir le président Guelleh, a reçu le président Salva Kiir, notamment pour réaffirmer la position de l'IGAD, mais surtout la position de Djibouti et d'Éthiopie sur cette question. La 5e édition du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie s'est tenue également en marge du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Ce prix destiné à récompenser les projets et les activités des personnes, d'institutions ou autres entités ou non-organisations non gouvernementales et en faveur de la recherche en sciences de la vie, contribueront à améliorer la qualité de la vie des êtres humains. Parmi les lauréats de l'édition 2019 figure Cato Lorenzo, un Américain ingénieur biomédical et chirurgien orthopédique. Il dirige le Connecticut Convergence Institute of Translation de l'ingénierie régénérative. Ses contributions exceptionnelles au progrès de la science sont mondiales connues. Le deuxième lauréat est le professeur Kevin McGugan au Collège Royal de l'Irlande, qui a été récompensé pour ses recherches sur le développement et la mise en œuvre de la technique de désinfection solaire de l'eau. Une technique qui permet de lutter contre les maladies d'origine hydrique dont sont victimes les personnes n'ayant pas accès à l'eau potable, particulièrement en Afrique et en Asie. Et enfin, le 3e prix est revenu au professeur Tu Youyou de l'Académie des sciences médicales chinoises, prix Nobel de médecine 2015, qui a été récompensé pour ses travaux sur les maladies parasitaires. Elle a découvert un traitement antipaludine entièrement nouveau,
l'armistice qui a permis de traiter des milliers de patients en Chine dans les années 1980. Rappelons que le prix a été créé par le Conseil exécutif de l'UNESCO pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable définis dans le programme de développement à l'horizon 2030 et pour soutenir les autres priorités globales de l'UNESCO inscrites dans sa stratégie à moyen terme 2014-2021. Écoutons à présent M. Aïd Moussa Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de Paris. Aujourd'hui, c'était la remise de la 5e session du prix Guinée équatoriale pour la recherche dans le domaine de la science de la vie. Comme vous avez pu le constater, il y a eu aujourd'hui 3 récipiendaires qui ont reçu ce grand prix de l'UNESCO. C'est le seul prix africain, le seul, j'insiste. Cela démontre que de plus en plus les Africains commencent à être visionnaires dans le domaine de la science. Vous avez remarqué également que ceux qui ont reçu le prix viennent de contrées différentes. Vous avez eu un Chinois, vous avez eu quelqu'un qui est venu de l'Irlande et vous avez eu un Nord-Américain. Cela prouve que le prix de la Guinée équatoriale n'est pas un prix seulement pour l'Afrique, mais c'est un grand prix pour le monde entier et il intervient dans des domaines très importants pour l'Afrique. La lutte contre la malaria, la lutte pour trouver de l'eau potable, ce sont des thèmes porteurs. Ceci démontre, si besoin en était, que nos chefs d'État, de plus en plus, s'occupent et s'intéressent à la science. Le vecteur science est un vecteur important pour le développement. Encore faut-il rappeler que le prix Guinée équatoriale, qui est à sa 5e édition, a été adopté par le Conseil exécutif en 2012, alors que Djibouti était vice-président du Conseil exécutif au nom de l'Afrique. Nous l'avons soutenu, nous le soutenons et nous continuerons à le soutenir parce qu'il donne une vision au monde africain dans la recherche de la science. Et c'est ainsi que le président de la République, avec le président du Mali, ont été expressément invités, et par l'UNESCO et par le président Obiang, pour participer à ses côtés à cette 5e remise du prix de la Guinée équatoriale pour la science. Le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, a rencontré hier en fin d'après-midi le ministre canadien de la Famille, des Enfants et du Développement social, M. Ahmed Hussein. Au cœur de ces rencontres, les deux ministres ont évoqué en profondeur les relations entre la République de Djibouti et le Canada et la volonté de les développer pour servir les intérêts communs dans de nombreux domaines. Il est à noter que les deux pays ont une histoire d'engagement, y compris la collaboration dans des forums multilatéraux comme la francophonie. Voici les propos de l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba après la rencontre, M. Mohamed Idriss Farah, interrogé par l'équipe. Affaires étrangères a eu des entretiens bilatéraux également avec le ministre canadien Hassan Hussein, sur lequel ils ont passé également en revue comment améliorer l'état des relations entre le Canada et Djibouti. Et le ministre canadien a insisté sur le fait que Djibouti a beaucoup d'atouts en ce qui concerne la langue française, notamment. Le Canada, comme vous le savez, est un pays anglophone, mais aussi francophone. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir dans les universités francophones du Canada des avantages conséquents par rapport à d'autres pays. Ils ont également revu, les deux ministres, la situation géostratégique de Djibouti, le développement économique de Djibouti, tous ces éléments-là et comment davantage renforcer. Le ministre canadien a dit à son homologue djiboutien que les relations doivent être améliorées davantage, que son collègue à l'époque ministre du Travail, quand il était à l'immigration, ils l'avaient déjà rencontré, ils avaient déjà des pistes ouvertes, des pistes pour justement essayer de faire profiter à Djibouti les avantages du Canada en parlant d'une situation qui serait win-win. Et le Canada est très soucieux de se rapprocher économiquement de Djibouti. Et tous ces aspects-là devront être développés dans les semaines, les mois qui viennent. Donc c'était une réunion extrêmement intéressante entre nos deux ministres. Autre actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a procédé aujourd'hui à l'inauguration du centre sectoriel de formation professionnelle au métier du transport et de la logistique de Balbala. La cérémonie d'inauguration
d'inauguration a vu la participation des ministres de l'Emploi et du Budget, Ousmane Ibrahim Roblé, Abdoukarim Adencher, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, la représentante du PAM à Djibouti et le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussadawale. Au cours de la brève cérémonie, le MENFOP et les officiels ont rapidement dévoilé, comme vous le voyez, la plaque inaugurale avant d'effectuer une visite de l'établissement des formations professionnelles sur les pas du directeur du centre. Les ministres et le reste des officiels ont découvert les infrastructures et les équipements dans les différents ateliers qui sont mis en œuvre par ce centre flambant neuf. Pour rappel, ce centre sectoriel de formation professionnelle au métier du transport et de la logistique de Balbala est le premier d'une nouvelle génération d'établissements qui sont destinés à devenir un véritable pôle d'excellence tant au niveau national que régional. Le centre a pour objectif prioritaire de mettre à la disposition des entreprises du secteur un personnel qualifié afin de leur permettre d'accroître leur compétitivité et leur productivité. Je suis tellement impressionné par ce que le gouvernement djiboutien, avec nous, comme un des bailleurs, et le PAM, ont réalisé ce que notre partenariat a réalisé ici. C'est un centre de formation de haute qualité et moi j'ai un devoir devant moi. Je dois tirer l'attention des responsables à notre base militaire et à notre propre ambassade qu'on peut trouver des jeunes Djiboutiens bien qualifiés ici. Félicitations à tout le monde. Djibouti dirige vers le 100% d'énergie verte d'ici 2030. En effet, avec la géothermie solaire en cours de prospection, Djibouti vient de lancer la production d'énergie éolienne. La convention de construction de la première centrale éolienne a été signée cet après-midi au Kempinski entre Djibouti et les sociétés de financement. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakr Omar Hadi, a paraphé le document officiel avec les 3 sociétés de financement. Il s'agit de Africa Finance Corporation, Climate Fund Manager et la Banque néerlandaise de développement entrepreneurial. Cette centrale sera construite dans la région de Goubet avec un financement de 122 millions de dollars. La centrale produira une capacité de 60 MW. La construction de cette centrale d'énergie éolienne débutera dans le courant du mois de février 2020 et va durer 18 mois. L'électricité produite par cette centrale verra les jours les mois de juin 2021 selon le président de l'autorité des ports et des zones franches. La République de Djibouti tiendra 20% des bénéfices de la centrale, toujours selon le président de l'autorité des ports et des zones franches. Eh bien, nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions sur ce sujet. En collaboration avec le FUNUAP, le groupe parlementaire sur la population et le développement a tenu un atelier de concertation sur les problématiques liées à la population et le développement du dimanche 9 au 10 février 2020 à Tadjoura. Cette délégation, conduite par le président du groupe, l'honorable Hassan Omar Mohamed, est composée de 7 autres parlementaires. Cet atelier de concertation a eu lieu en présence du préfet Tadjoura, du président du conseil régional, des élus locaux, les services déconcentrés. Les engagements pris lors de la conférence internationale sur la population et le développement par les chefs d'État de 119 pays ont été présentés et débattus par les participants. Ce groupe parlementaire a également pour mission d'encourager la pleine mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement, promouvoir la coopération interparlementaire au sein d'autres réseaux œuvrant dans les domaines de la population, de la santé, des droits de la personne et du développement, répondre aux nouveaux défis en matière de population et de développement, tout en renforçant davantage l'intégration des questions et des populations de développement dans les processus législatifs et des prises de décision. La population et le développement va contribuer à la promotion et la protection des droits fondamentaux des populations, promouvoir l'accès à l'éducation, à la santé, à la planification familiale, soutenir et encourager les actions de lutte contre la pauvreté. C'est dans l'optique du respect et des valeurs, à savoir la représentativité et la redevabilité, que ce groupe de parlementaires sur la population et le développement de Djibouti
se veut accessible et surtout au service de sa population. Sur ce, écoutons à présent le préfet de Tadjoura. Oui, j'ai pari un fort espoir que le concours des élus de l'Assemblée nationale va sans doute contribuer à l'amélioration des conditions de vie des gens, notamment celles des femmes et des enfants. Ne dit-on pas que l'indifférence tue? L'objectif, pour ne laisser personne de côté, reste un combat des titans, mais possible grâce à la volonté de la mobilisation de tous les acteurs et une communication adéquate des parts et d'autres. Par ailleurs, nous attendons que les échanges des parties prenantes vont enrichir les débats interactifs, société civile, services déconcentrés, élus locaux. Je demande aux partenaires au développement, surtout au FINIAP, de renforcer les capacités des acteurs locaux à travers la réalisation de plusieurs structures éducatives et sanitaires dans les zones rurales où les femmes et les populations vulnérables sont plus exposées, surtout les femmes, aux violences. Il faut noter que beaucoup d'efforts sont consentis de part et d'autre. L'UNFD fait un travail remarquable sur le terrain, le ministère de la Femme et de la Famille aussi à travers sa déconcentration met en place plusieurs axes pour émanciper la femme et la protéger. Ce partenariat de parlementaires aura un impact significatif sur la population et en particulier des femmes. Santé à présent, à l'instar de la capitale et des autres régions de la capitale, la campagne de dépistage est menée dans la cité Nassib, où des centaines de femmes de ce quartier ont été sensibilisées et formées sur le cancer du col de l'utérus dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre le cancer du col de l'utérus. En effet, sous le leadership du centre Husseina, ces campagnes de dépistage de masse sont conduites en collaboration avec le comité de santé des quartiers et les femmes de leaders qui mobilisent leurs consoeurs pour un dépistage qui est volontaire, confidentiel et gratuit. A noter que la participation massive de la communauté revêt d'une importance capitale pour le succès d'une telle campagne qui invite les femmes du quartier à se faire dépister. D'après le ministère de la Santé, cette campagne de dépistage précoce permet de prévenir et de lutter contre les cancers du col de l'utérus qui constitue une prérogative essentielle dans la politique de la santé de la mère. Autre nouvelle du pays où le régiment d'artillerie a effectué une journée porte ouverte à l'endroit des élèves et de l'école privée ILES. Cette visite guidée s'inscrit dans le cadre du rapprochement de la population aux forces armées djiboutiennes ainsi que ses plus de 65 élèves issus de la 3e année de l'école privée ILES qui ont pu profiter de cette journée porte ouverte dédiée aux étudiants. À bord d'un bus scolaire, les élèves encadrés par leurs instructeurs ont été accueillis par le colonel Mohamed Rissi, chef de corps du régiment d'artillerie. Aussitôt, les écoliers ont été mis dans le bain en participant à la levée du drapeau. Par la suite, une visite guidée leur a été offerte par le chef de corps. Cette visite a débuté par l'introduction à la piscine du grand régiment où une course à nage libre de 25 mètres entre deux équipes ont été organisées. Puis l'ensemble des écoliers et les instructeurs ont assisté à une finale de volleyball en fervents supporters. Les écoliers ont animé cette finale par un esprit vif et une discipline exemplaire. Au final d'un match sans relâche, deux jeunes écoliers ont été choisis pour remettre les coupes aux équipes gagnantes. Puis vint le moment introduit les élèves aux équipements spécifiques au régiment d'artillerie dans la défense du territoire national. Ainsi, les jeunes décideurs de demain ont pu visualiser de visu les armements lourds et les nouvelles acquisitions d'équipements anti-aériens capables de neutraliser les menaces aériennes.
De nature curieuse, ces jeunes écoliers n'ont pas manqué d'animer la présentation par des questions pertinentes tout au long de cette journée riche en émotions. Cette visite guidée s'est clôturée par un rafraîchissement offert par le colonel Mohamed Hersi, chef de corps du régiment d'artillerie, et par la traditionnelle photo de famille. Faits divers, cette fois-ci, dans le cadre de la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, les gendarmes de la brigade de Cher Moussa ont encore une nouvelle fois mis fin à une longue série de vols et extorsions à main armée qui sémaient la terreur dans leur circonscription, notamment le quartier communément appelé Balbala Hadi. En effet, depuis quelque temps, des plaintes pour extorsion au couteau ne cessent d'affluer à la brigade de Cher Moussa. Les victimes relataient toujours la même procédé de la part des bandits. Ils agissaient en bande, tous munis d'armes blanches. Ils déposaient les victimes de leurs biens, notamment les téléphones portables et tout autre objet de valeur. En effet, les membres de ces groupes avaient un mode opératoire particulier. Également, ils avaient une parfaite maîtrise de leur zone d'action car ils habitaient tous dans les mêmes secteurs. Ces derniers traitaient caractère à sans doute faciliter l'entente qui, dans ce groupe, ainsi ils ciblaient les victimes des autres quartiers. Après analyse des éléments, les enquêteurs de la brigade de Cher Moussa ont défini une stratégie en vue d'appréhender les mises en cause. Pour cela, les fins limiers de la police judiciaire et de la gendarmerie ont regroupé les renseignements mis en place, des opérations de surveillance et de contact avec la population. Et c'est la journée du 6 février 2020, à 18h, que les gendarmes ont réussi à identifier et interpeller 2 des membres de cette association, des malfaiteurs confrontés à des épreuves matérielles, notamment les résultats des perquisitions effectuées dans les domiciles respectifs de ces 2 délinquants. Ces derniers ont reconnu les faits qui leur sont reprochés pour extorsion à l'arme blanche. Poursuivant dans les investigations, les enquêteurs sont parvenus à mettre la main sur le reste du groupe. Au cours de cette vaste opération, les gendarmes ont saisi plus de 25 téléphones portables de différentes marques et un ordinateur portable de marque Toshiba. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes impliquées dans cette affaire ont été placées en garde à vue et seront traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. Le haut commandement de la gendarmerie tient à rassurer la population que ces unités opérationnelles veilleront de jour comme de nuit à sa protection, à sa sécurité et sur toute l'étendue du territoire. Sport pour clore l'actualité nationale. À présent, en conformité avec la politique sportive du MENFOP, le service régional de l'éducation de Dikil a lancé officiellement le samedi dernier les activités sportives inter-établissements. Le grand terrain du collège de Dikil accueilli les festivités sportives de grande ampleur. Tous les établissements de la région de Dikil ont pris part à cette ouverture qui est placée sous la houlette du préfet de Dikil, Aden Drar Moussa, et du président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré. Il faudrait noter la participation des autorités des services déconcentrés qui ont bien voulu honorer par leur présence à travers ces activités sportives une vision à des objectifs précis, celui de détecter les meilleurs joueurs, filles, garçons, qui vont représenter la région de Dikil lors de la challenge du MENFOP interville du pays. Voici les quelques réactions recueillies par notre équipe lors des activités sportives interétablissements. Nous écoutons. On fait le lancement des activités sportives du MENFOP à Dikil. Et nous avons invité tous les établissements de Dikil, primaires, moyens et secondaires. Et ils ont défilé. Pourquoi ce lancement? C'est pour, d'après ce lancement, nous avons commencé les activités sportives qui vont se dérouler pendant presque 2 mois. Bon, l'objectif c'est quoi? Comme à l'accoutumée, le MENFOP prévoit chaque année des challenges et de notre part, on voulait se préparer. Voilà, à travers ce lancement, on a voulu expliquer que à Dikil, les activités vont débuter. Ensuite, il y aura des sélections. On va essayer d'avoir les meilleurs des meilleurs, les crèmes des crèmes. Et maintenant, nous espérons aussi, pour cette année, remporter
des trophées, des coupes, Inch'Allah, lors des challenges du Menfop. Je vous le disais dans le titre, en Europe où les vols sont annulés, ferries intempéries entre la France et l'Angleterre, trafic ferroviaire à l'arrêt dans l'ouest de l'Allemagne, la tempête Ciara souffle lundi sur le nord-ouest de l'Europe, provoquant dégâts, inondations et coupures de courant. En France, où le nord est particulièrement exposé, jusqu'à 42 départements sur 96 ont été placés en vigilance orange dimanche et la population priée d'éviter les régions boises, littorales et les sorties en mer. 11 départements sont repassés en vigilance jaune depuis aujourd'hui au Royaume-Uni, pays les plus touchés par cette tempête hivernale. Les transports aériens, ferroviaires et maritimes étaient perturbés. La tempête provoquant des fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h. Une partie des pays était encore en alerte jaune. C'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. En vertu des règles de l'Union africaine,